to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission, cette deuxième partie d'une conversation avec la séance de Marty, Tom Marty, aka la séance de Marty, que vous connaissez très bien. La première partie, nous avions une espèce de fait croquer. Donc la première partie, on avait discuté de la fameuse image marquante et puis digression. On s'est dit, tiens, on va continuer pour une seconde partie où là, pour le coup, on va beaucoup plus se focaliser autour de cette chaîne. Pourquoi cette chaîne? Et puis parce que cette chaîne-là, il y a aussi comment questionner le cinéma, comment parler du cinéma, comment transmettre. Voilà ce que ça va être. Donc, deuxième partie, mon invité est de retour. Bonjour, comment allez-vous? Eh ben, très bien, bonjour. En tout cas, très content de renouer ce dialogue. Je me permets une petite chose parce que c'est un peu l'actualité, c'est comme ça. Et on en a un tout petit peu parlé hors caméra. Je vais vous féliciter parce que pour votre prochain projet, le crowdfunding que vous avez installé, et ça a porté ses fruits. Et juste une petite question par rapport à ça. Déjà, ça fait du bien de pouvoir être certain de susciter de l'intérêt auprès des uns et des autres et d'avoir la possibilité de pouvoir le faire. Mais moi, je pense qu'il y a aussi cette idée que la chaîne existe maintenant depuis 8 ans. Ça veut dire aussi quelque chose, cette réussite immédiate avec le crowdfunding. Ça veut dire que ce que vous proposez en 8 ans, finalement, ça plaît beaucoup. Et la preuve, c'est que les gens sont capables de vous suivre, même sur un projet que vous dites, hein, d'ailleurs, dans votre vidéo-annonce, un projet qui est encore plus envergure que les précédents. Ça fait du bien, j'imagine. Ouais, ça fait beaucoup de bien. Je m'attendais pas du tout à fédérer les gens de cette manière. Après, un crowdfunding, c'est pas juste c'est pas l'esprit à votre bon cœur, messieurs dames. C'est pas juste un acte de générosité. Les gens, entre guillemets, ils achètent quelque chose, ils achètent le projet, puis ils achètent une contrepartie. Après, il y a beaucoup de gens, je pense, qu'ils ont donné sans vraiment attendre de contrepartie. C'est plus un bonus, quoi. Mais c'est pas comme le Tipeee ou le Utip. Là, il y a une vraie campagne, il y a un vrai. Et puis, c'est pas quelque chose qu'il faut renouveler tout le temps parce qu'il faut qu'il y ait quand même une notion. Il faut que ce soit exceptionnel, sinon c'est pas drôle. Et c'est vrai que là, avec ce crowdfunding, c'est vraiment autant le projet l'Odyssée de Dune que je prépare, que les gens vont financer, que la chaîne en général, parce que la chaîne, elle arrive au bout de 8 ans, elle arrive au bout de pas mal de choses. Ça commence à être compliqué de faire qu'une seule vidéo par an, financièrement et même au niveau de la santé mentale, j'ai envie de dire, parce que c'est très compliqué de rester dans sa chambre. En plus, moi, je bosse tout seul, je suis pas dans un studio avec plein de gens, donc je travaille tout seul chez moi et pendant 1 an, je m'enferme dans ma chambre et je reste focalisé sur un seul projet. Ça épuise au bout d'un moment. Donc je supporte plus trop ça, donc il me faut un nouveau matériel qui me puisse permettre de travailler beaucoup plus vite, d'aller beaucoup plus rapide, enfin d'aller beaucoup plus vite dans mon travail, dans mon rendement, dans ma productivité, et pour après revenir à des projets un peu moins ambitieux et plus tout aussi qualitatifs. Donc ouais, je suis très content de cette campagne. Elle s'est passée mieux que j'aurais su. Que toutes mes espérances. On a atteint les 20 000 euros au bout de 12 heures seulement, alors qu'on avait 1 mois pour les atteindre. Donc voilà, l'idée maintenant, c'est de grimper encore pour être à l'aise financièrement, mieux rémunérer mon équipe, voilà, tout ça. Donc ouais, après, ce que ça dit, la vraie question, c'est qu'est-ce que ça dit effectivement sur la communauté qu'on a sur YouTube. C'est vrai que le nombre d'abonnés, ça ne dit absolument rien de l'influence qu'on a sur les gens et dans ce milieu, j'ai l'impression. Donc moi, quand je me suis lancé, je me suis dit, bon, après avoir atteint mes 100 000 abonnés, je deviendrai enfin quelqu'un. Et en fait, je me suis complètement planté. Par exemple, il y a 4 ans, j'avais très peur de lancer un Tipeee en me disant, si tu n'as pas 100 000 abonnés minimum, t'es personne, tu vas avoir quoi, 14 euros sur ton compte, enfin, ça va pas être intéressant, il faut... Puis même, je croyais que les autres personnalités de YouTube allaient vous remarquer à partir du moment où vous allez avoir suffisamment d'abonnés pour
en fait, tout ça, c'est vraiment des conneries, quoi. Les 100 000 abonnés, je me demande si je les aurai un jour, parce que ça fait quand même 8 ans. Et les abonnés arrivent au compte-gouttes, mais la vérité, c'est que les vues, elles sont là. Même quand je sors rien pendant un an, quand je sors une vidéo, les gens sont au rendez-vous, ils m'oublient pas. Quand je poste une annonce, j'ai énormément de retours. Donc voilà, malgré ma très faible productivité, les gens sont là, les gens me soutiennent, les gens répondent. C'est quand même dingue à quel point je me sens soutenu. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec l'audience qu'on peut avoir. Ce qui compte, c'est le nombre de vues et la qualité des retours surtout. Quand on voit à quel point on peut avoir des conversations intéressantes avec des abonnés, à quel point les commentaires sont riches et qui sont élogieux, qui sont pas en demi-teinte. Donc ouais, c'est à ça qu'on voit, je pense, la communauté qu'on a. Voilà, c'est une communauté de qualité, très engagée. Donc ouais, je suis très très content à ce prix-là. Moi, les 100 000 abonnés, je m'en fous quelque part. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Mais vous mettez un peu, comment dire? Est-ce que quand vous avez commencé à construire cette chaîne, est-ce que vous aviez décidé de faire de faire ce travail-là, mais de manière autonome, mais aussi en ayant peut-être moins de connexion avec d'autres youtubeurs? Alors, c'est une question qui est un peu provocatrice parce que l'une de vos vidéos les plus vues, les plus regardées, a été faite avec François Thorel, aka Il faut se faire des films. le Fossoyeur des films. Mais je voulais savoir, est-ce que dès le début, lorsque vous vous êtes lancé dans cette chaîne, sur YouTube, est-ce que dans un premier temps, vous avez voulu un peu savoir où vous mettiez les pieds, donc des connexions avec d'autres youtubeurs, à participer à des lives et tout, ou alors vous avez décidé plutôt vous aviez une idée en tête et vous vous êtes dit, restons dans mon coin et faisons ce que je sais faire. Non, c'est pas du tout calculé le fait que je fais peu de featuring. D'ailleurs, là, j'ai passé une tête dans les vidéos de PH, le Point Génus, qui est un pote et très très sympa. Moi, j'aurais rien contre faire. Par exemple, il y a Y penser, Bruce, qui parle pas mal de cinéma dans ses dernières vidéos. Moi, je lance un appel, hein, s'il nous écoute. Moi, ça me ferait très plaisir d'apparaître dans une de ses vidéos. Voilà. Après, les featuring, c'est très compliqué à mettre en place. Faut vraiment écrire de concert. Puis il faut avoir une affinité artistique aussi. Avec François, on avait vraiment plein de points communs. Donc ça s'est surtout fait. Enfin, je veux dire, ça s'est fait naturellement entre lui et moi. On parlait énormément de cinéma. Et puis, pour mon diptyque texture de cinéma et rétine et pupille, on parlait par message, par Messenger. Et puis, on parlait de cinéma. Et puis je lui ai balancé comme ça, ouais, tu veux pas passer une tête dans la vidéo pour dire 2-3 trucs. Et puis au final, on a carrément fait la vidéo pratiquement. Enfin, on a écrit la vidéo à deux. Enfin, non. Moi, j'ai écrit mon texte et puis je lui ai renvoyé. Et lui, il écrivait il disait là, je suis pas d'accord, là, je suis d'accord, ça, oui, d'accord. Enfin voilà, donc il mettait son grain de sel et puis on se renvoyait comme ça le texte jusqu'à ce qu'on ait construit quelque chose. Mais on n'a pas écrit le texte à deux à proprement parler, mais ça s'est fait naturellement. Donc il n'y avait pas de calcul. Je me suis pas dit je veux faire une vidéo avec François Thorel pour casser la baraque. D'ailleurs, oui, j'entends bien qu'il y avait sans doute plus de vues sur ces vidéos-là parce qu'il y a François, mais je crois que j'avais fait ma vidéo la plus vue, l'une des vidéos les plus vues de ma chaîne, c'est la guerre des mondes, où il n'apparaît pas dedans. Enfin, en tout cas, il passe une tête. Il fait un caméo, quoi, mais sur 1 heure de vidéo. Mais il est même pas dans le titre, donc je sais pas. Et après, dans les commentaires de texture et rétine, ça parle pas non plus énormément de François. Enfin, ça parle pas plus que ça. Donc je sais pas si c'est impossible de savoir si c'est lui qui a généré ça. Si c'est le cas, tant mieux. Hein, moi, il n'y a pas de problème. J'ai aucun Mais je problème parlais d'ego. vraiment pas de ça, hein. Je parlais pas Oui, vraiment oui. de l'aspect vu. Je parlais vraiment du dialogue. C'est ça, tout, surtout comme vos propres vidéos, si je me trompe pas, enfin, vous êtes seul dans la construction des vidéos et donc je me posais la question du dialogue. Est-ce que c'est un élément qui est important aussi pour vous avec d'autres youtubeurs? C'est là où je voulais en venir. Le dialogue avec d'autres youtubeurs, je comprends pas. C'est-à-dire Le dialogue, c'est-à-dire que là, pour le coup, l'émission sur Texture de Cinéma, il y a un dialogue avec un youtubeur. Ouais. Et le fait qu'il y en ait très peu sur votre chaîne, je me posais la question de savoir, par exemple, prenons mon cas. Moi, quand j'ai commencé sur YouTube, prenons mon cas comme ça va être beaucoup plus concret. Quand j'ai commencé sur YouTube, il fallait que je sache un petit peu
dans quoi j'évoluais. Et c'est comme cela que j'ai essayé d'aller un peu partout, de voir un peu comment ça se passait ailleurs, qu'il y ait un dialogue avec d'autres youtubeurs pour voir un peu lesquels avec qui j'aurais envie de faire un bon bout de chemin ou pas. Et donc, je voulais juste savoir si le dialogue chez vous est aussi important. Et est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez pu aussi avoir des dialogues avec d'autres youtubeurs, pas forcément sur votre chaîne, mais ailleurs? Oui, quand on se lance et puis on se fait un peu remarquer, on a des affinités et puis on dialogue avec des gens. Moi, en ce moment, je parle avec Vincent de la chaîne Zo Anima, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, et qui m'a un petit peu aidé à reformuler certaines phrases, des inexactitudes pour mon texte sur Dune. Donc avec lui, oui, j'ai quelques affinités parce que c'est quelqu'un dont je trouve que je trouve qu'il a la meilleure chaîne du cinéma YouTube français, vraiment. Donc je conseille Zo Anima pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ouais, le dialogue, comme je vous dis, ouais, il se fait assez naturellement. Je ne suis pas allé vers d'autres vidéastes juste pour ça. C'est vrai que j'aime bien me documenter seul, mais j'aurais rien contre travailler de concert avec quelqu'un. Après, je suis quelqu'un qui aime pas beaucoup les contraintes et qui aime vraiment faire les choses à son rythme. Donc ouais, je reste un petit peu dans mon coin, mais c'est pas forcément un calcul. C'est aussi parce que encore une fois, les gens ont tous leur vie, leurs projets, et c'est compliqué de s'organiser pour faire des choses ensemble. Voilà. Et en plus, j'ai peu d'occasion de les rencontrer, les autres vidéastes aussi. Voilà. J'ai l'impression qu'on est dans une période où il y a beaucoup moins de conventions, de festivals, de ces trucs-là. Bon, après, il y en a auxquels je suis pas invité, mais et auxquels je vais pas. Mais dans l'absolu, moi, j'aurais rien contre rencontrer d'autres vidéastes. Ouais, mais c'est sûr que Twitter, c'est pas un endroit idéal pour créer des affinités, quoi. Donc ouais, c'est vrai qu'on a peu d'occasions de se rencontrer, mais quand on se rencontre en général, c'est très sympa. Et pas seulement avec les vidéastes ou les youtubeurs ciné, d'ailleurs. Moi, je rencontre de temps en temps, là, je rencontre à des événements d'autres youtubeurs qui sont pas du tout ciné, et en général, c'est très sympa, très cool. Voilà. Vous étiez intéressé par YouTube avant de lancer votre chaîne? Ouais. Moi, j'ai découvert un peu comme tout le monde avec le genre du grenier, Rémi Gaillard et compagnie. Ça, c'est vraiment fin des années 2000, fin des années 2000, quoi. Et comme tout le monde, j'ai découvert Durandal et Le Fossoyeur, et j'ai dit, voilà, il y a un truc à jouer sur YouTube en termes de cinéma, c'est fou. Moi, je regardais ça en 2011-2012, et je me disais, j'ai pas envie de me lancer juste pour me lancer. Alors qu'à cette époque, c'était pas encore l'Eldorado, il n'y avait pas encore des 100 milliards de chaînes, hein, tout le monde n'avait pas pris d'assaut le marché, quoi. Hein. À l'époque, vous faisiez une vidéo, vous aviez énormément de vues très vite parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient chopé qui avait chopé le truc à cette époque-là. Donc ouais, quand vous vous lanciez, vous vous faisiez remarquer assez vite et c'était super. Le marché n'était pas encore saturé, quoi. Donc je regardais les vidéos de François Torel qui était déjà... il y avait déjà un concept, c'était déjà assez rodé, c'était déjà assez impressionnant surtout à l'époque. Et moi, je me disais, je veux pas me lancer tant que j'ai pas un concept clair. Et donc, je l'ai pas fait. Je me voyais pas me filmer dès le début, d'ailleurs. Je savais pas, et j'avais jamais touché un logiciel de montage de ma vie. Hein. Donc, entre-temps, je monte à Paris, parce qu'à l'époque, j'étais dans les Alpes de Haute-Provence. Et donc là, j'arrive à Paris pour faire une école de théâtre. Et dans mon école de théâtre, je rencontre un mec qui s'appelle Yahya Mokhtari, qui faisait une école d'audiovisuel. Et on parlait de cinéma. Et puis, moi, j'étais le mec un peu exubérant, très, très théâtral, comme ça, avec une grande gueule. Et lui, c'était le monteur vidéo. Il a dit, bon, il faudrait qu'on fasse une vidéo, il faudrait qu'on fasse une chaîne YouTube ensemble. Il fallait qu'on se lance. Et je voulais un vrai concept, et j'ai dit, bon, moi, je sais dessiner, et c'est moi qui vais écrire les textes, et lui, il va monter, parce que moi, je sais pas le faire. Donc, moi, j'ai première pro, tout ça, je connaissais pas. Et donc, du coup, voilà, moi, je lui ai envoyé les dessins. Donc, à l'époque, c'était la mascotte, le petit chat. Oui. Je sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans. Enfin, en y repensant, c'est complètement... Vous voulez en parler ou on passe à autre chose? Ah non, on passe à autre chose. Non, c'est inintéressant au possible. Non. Et donc, j'ai envoyé des dessins et puis l'enregistrement de la voix et du texte. Et puis, lui, il montait. Et en fait, au bout d'une seule vidéo,
C'était une vidéo sur Nightcrawler, Nightcall, la toute première. Et au bout de la première vidéo, j'ai compris que lui, il n'aurait pas le temps, il a pas envie de s'investir à ce point-là. Et dès la deuxième vidéo, je me suis dit, bon, il faut que j'apprenne à me servir d'un logiciel de montage et puis en avant Guingamp, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai lancé ma chaîne. Mais non, il n'y avait pas de concept précis à l'époque. Le concept, c'était le dessin, de marier critique de cinéma et dessin. J'ai très vite laissé tomber. Pour une bonne raison en plus, c'est que j'ai changé de format, hein. Il y avait la mascotte avec le petit chat, puis après j'ai fait une illustration par vidéo. Et j'ai vite arrêté parce que j'ai compris qu'en plus les gens ne comprenaient même pas que c'était moi qui dessinais. Ils avaient cru que c'était un visuel glané sur le net, alors je me suis dit, bon, à quoi bon, là, vraiment, je perds énormément de temps pour rien. Et puis en 2017, j'ai lancé une vidéo qui a un peu tout changé dans ma vie, qui s'appelle « Le cinéma, c'était mieux avant ». Et en fait, pour la petite anecdote, j'étais désespéré à cette époque. Je faisais 300 vues par vidéo, il y avait des commentaires de 2-3 potes et ma maman. Et j'ai dit, bon, ça fait 3-4 ans que je suis sur YouTube. Non, c'est ça faisait 3 ans. Et ça marche pas, quoi. Ça marche pas, c'est pas la peine d'insister, c'est pas la peine de forcer. T'as joué, t'as perdu. Donc, et j'ai dit, j'ai un projet de vidéo. À l'époque, il y avait une seule vidéo, donc je voulais en faire une très grosse vidéo. Je voulais faire une vidéo qui s'appelle « Le cinéma, c'était mieux avant », point d'interrogation. Et je me suis dit, bon, ben, je fais cette vidéo et ce sera la dernière de la chaîne. Et puis après, je pars comme un prince et puis je pourrais dire, au moins, j'ai tenté, j'ai essayé, voilà, je l'ai fait. Et je passe à autre chose, hein. Je savais pas du tout ce que j'allais faire après, mais j'ai dit, bon, je vais pas perdre ma vie sur YouTube pour faire 200 vues, 4 commentaires et être dans les limbes de l'algorithme YouTube. Donc, j'ai fait cette vidéo qui s'est avérée être énorme. Donc, du coup, j'ai décidé de la couper en 2, comme ça m'arrive souvent. Donc, voilà, je sors la vidéo, la première partie, et j'étais déjà en train de bosser sur la deuxième. Et la deuxième devait être la dernière, hein. C'est après la deuxième, ça devait être mon dernier diptyque. Et pendant le montage de la deuxième, entre-temps, il y a un week-end où je vais en soirée, je suis bourré comme un coin, et là j'envoie le lien de la première partie à Durandal, que je salue au passage, hein, s'il m'écoute. Et j'ai rien écrit, j'ai même pas dit bonjour, salut, rien, j'ai juste envoyé le lien par message privé. Et 2 jours plus tard, j'avais complètement oublié que j'avais envoyé ça. Et lui, il me répond un pavé pour me dire qu'il a adoré, que c'était génial. Il n'est pas d'accord avec ça, mais bon, ça l'intéresse. Et voilà. Et il partage ma vidéo sur ses réseaux sociaux. Et puis là, ma boîte mail explose. Et puis je prends, je sais plus, 3-4 000 abonnés d'un coup. Et donc, du coup, tout change un petit peu à ce moment-là. Et donc, je sors la deuxième partie. Et puis là, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'abonnés. Et je me dis, bon, je vais rester encore un petit peu. Donc voilà, c'était le premier truc. Après, il y a eu encore un ventre mou au niveau des vues. Et le moment où j'ai vraiment atteint, on va dire, une sorte de petite célébrité, on va dire, c'est avec la vidéo de la guerre des mondes. Parce qu'elle a très bien marché, tout simplement. En 2019. Été 2019. Donc voilà. C'est un peu ça la genèse de la chaîne. Pour répondre à votre question originelle, il n'y avait pas vraiment de concept précis à la base. C'est par la force des choses que je me suis dit, ma chaîne se axe avant tout sur la mise en scène. Parce que plus le temps passait, et plus j'en faisais de la mise en scène dans mes vidéos. Et comme je l'ai dit dans la première partie de notre interview, le scénario, c'est peut-être l'élément qui m'intéresse le moins dans un film. C'est celui où je vais être le moins regardant, finalement. Donc ouais, c'est devenu le fil rouge de ma chaîne, je pense, c'est la mise en scène, ouais. Comment vous choisissez un sujet de vidéo? Comment ça se passe? D'autant plus que vous me disiez que pour les dernières vidéos, elles étaient extrêmement espacées entre chaque vidéo. Donc, comment l'idée d'une vidéo vient à votre esprit et pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Déjà ça, et puis ensuite, je vous poserai une autre question sur la construction de vos vidéos. Alors, comment je choisis? Je sais pas, ça me vient un peu... je vais dire un truc un peu prout-prout, un petit peu péteux, mais un petit peu ridicule peut-être, mais j'ai l'impression que dans le processus créatif, c'est pas vous qui trouvez des idées, c'est les idées qui vous trouvent, en fait. Donc, je sais pas, des fois, je suis appelé à faire il y a des trucs qui me tiennent. Par exemple, un exemple tout con, j'ai une très forte envie de faire une vidéo sur Gang of New York, alors que c'est vraiment pas mon Scorsese préféré. Mais c'est un Scorsese qui est tellement bancal, bizarre, un peu tordu, un peu
foutraque. Enfin bref, c'est vraiment un film pour moi qui est presque raté. Et c'est plus marrant de parler d'un film raté que d'un film comme Les Affranchis, qui est, je crois, dans mon top 3 des plus grands films que j'ai jamais vus. Je l'ai déjà dit dans la première partie. Sur lequel tout a déjà été dit. Et puis, bon, il y a Karim Debache qui a déjà fait une vidéo extraordinaire dessus. Donc voilà, je vois pas. Quand un film est trop. Me désarme par sa perfection, ouais, j'ai peut-être un peu peur de m'y frotter. Sauf Le Roi et l'Oiseau, par exemple, mais je pense qu'il y avait un créneau à saisir. Il y avait tellement peu de gens sur Internet qui en parlaient. Et puis c'est différent parce que le rapport que vous entretenez avec Le Roi et l'Oiseau, je veux dire, vous ne pouvez pas ne pas ne pas la faire, cette vidéo. Oui, tout à fait. Mais voilà, oui, je pense qu'il y a les individus, ils ont des rapports particuliers avec des films. Par exemple, ma prochaine vidéo après Dune, ce sera Funny Games, que je vais refaire parce que je l'ai déjà fait. Mais c'était en 2016 et j'étais pas du tout prêt. C'était une vidéo complètement naze, avec un montage pourri, des blagues pas drôles. Enfin, aujourd'hui, la chaîne est devenue tellement autre chose que ce serait un crime de pas la refaire. Alors, je sais que quand on dit on veut refaire quelque chose, puis surtout le texte sera tellement différent, j'ai tellement plus de choses à dire. Le cinéma de Haneke, il a évolué, il a entre-temps, enfin, j'ai appris à mieux l'analyser. Donc j'ai plein de choses à dire. Ce sera vraiment pas une redite, mais un remake au proprement parler. Puis ça m'amuse parce que Haneke a fait Funny Games 2 fois, moi aussi j'aurais fait Funny Games 2 fois, ça me fait marrer. Donc ouais. Donc les gens qui se disent oh non, il va pas refaire une vidéo qu'il a déjà faite, c'est nul. Non, ce sera vraiment une refonte en profondeur, quoi. Ce sera une nouvelle vidéo tout simplement, parce que j'entretiens un lien avec ce film qui est tellement obsessionnel pour moi que je peux pas ne pas y revenir, surtout au vu de ce qui est devenu la chaîne maintenant, alors qu'à l'époque j'étais pas prêt du tout. Donc voilà, quand je saisis une occasion un truc un peu ambigu, quand je suis un peu partagé sur un film, ça c'est un très bon début, alors que quand je suis catégorique, genre j'adore ou je déteste, c'est moins drôle. J'aime bien être mitigé ou partagé sur un film, ça donne toujours des pistes de réflexion vachement plus intéressantes et enrichissantes, je trouve. Après, c'est au feeling, hein. J'ai un projet de vidéo sur Quentin Dupieux, pas sur un film en particulier, mais sur son cinéma en général. Mais maintenant, et peut-être ça va déborder sur la question que vous alliez me poser après, mais l'idée, c'est surtout de parler d'un film qui va nous permettre de parler de plein de films. C'est pour ça qu'en ce moment, je me régale avec Dune, parce que quand on parle de Dune, mais on a l'occasion de parler. Enfin là, ça fait un mois que je fais que bosser avec des images de films de Jodorowsky, de Ken Russell, de Glober Rocha, de plein d'autres réalisateurs. Et c'est ça l'idée, c'est qu'un film, c'est toujours une passerelle vers plein d'autres films. Donc l'idée, c'est de s'amuser au maximum avec que la vidéo soit riche, qu'elle brasse et qu'elle donne envie de découvrir des films. L'idée, c'est certainement pas de se cantonner à un film, parce que quand on parle d'un film, on parle toujours de plein d'autres films à côté. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est avec quel film je vais pouvoir m'amuser à parler d'autres films. C'est pour ça que j'ai très envie de faire une vidéo sur Gang of New York, parce que je me dis, ces films, malgré tout ce que j'ai dit, il est tellement riche, et puis il me permettrait de parler de tellement d'autres films, peut-être plus que d'autres films de Scorsese, que là, ouais, ça me branche de prendre un prétexte pour pouvoir dire un petit peu ce que je veux. Voilà. C'est marrant parce que autant vous publiez très peu de vidéos par an, et en même temps, vous avez 3-4 projets en tête. Ah oui. Ouais, mais le projet sur Funny Games, ça fait 3 ans que je suis censé le refaire. Donc après, je le repousse. Après, par exemple, la vidéo sur Batman était complètement improvisée. J'étais pas du tout censé la faire. J'étais vraiment déjà en train de travailler sur Dune. Et j'ai complètement mis la vidéo en stand-by pour pouvoir me lancer là-dedans, en pensant que j'allais juste faire une vidéo vite fait pour m'occuper l'été, et puis revenir à la rentrée avec une petite vidéo de 10-15 minutes. Au final, elle était aussi grosse que toutes les autres. Parce que je suis incapable de... J'ai pas une formation littéraire. L'écriture, c'est pas du tout mon truc à la base, hein. Moi, je suis un graphiste, je suis un illustrateur, je viens de l'image, tout ça. L'écriture, ouais, c'est compliqué d'agencer mes idées pour qu'elles soient concises, et c'est très dur pour moi d'écrire une vidéo courte. C'est très, très compliqué. Vraiment, j'y arrive pas. Enfin, voilà, donc ça fait partie des choses que je vais devoir rectifier avec le temps, parce que je peux plus me permettre de disparaître 1 an pour faire des vidéos d'1 heure. Ça peut pas. Mais j'en ferai toujours, hein. Je rassure les gens qui se sont abonnés pour ça et qui aiment ça.
J'en ferai toujours. Je ferai toujours des énormes projets très ambitieux parce que c'est mon truc. J'aime beaucoup ça. Et puis parce qu'il n'y a pas beaucoup. Il y a une demande de ça sur YouTube. Moi, je le vois. Personne me dit dans ma communauté sors plus de vidéos et fais-en des plus courtes. Personne me dit ça. Les gens, ils aiment ma chaîne pour ça, donc j'en ferai toujours. C'est juste que j'aimerais aussi me diversifier un petit peu. Voilà. Mais le texte, il vous arrive parfois d'écrire d'abord avec les images et ensuite le texte arrive, ou alors vous commencez par écrire un texte et ensuite vous essayez de trouver ce qu'il faut pour mettre en forme ce texte. Ah bah oui, oui, c'est ça. Oui, d'abord j'écris, après je vois, mais quand on écrit, on a des images dans la tête, donc elles se font un peu toujours. Tout ça est très. Ça se fait toujours, ça se fait en même temps, quoi. Ça se fait c'est très homogène tout ça. Mais bon, ça se passe dans ma tête. Tout est clair dans ma tête. C'est pour ça que mes textes sont faits pour être mis en image. C'est pour ça que je fais rarement relire mes textes. Je l'ai fait pour Dune là parce que j'avais pas trop le choix. Mais sinon, je fais rarement relire mes textes par d'autres personnes parce que c'est vraiment fait pour être une vidéo et moi je sais comment je vais le dire, sur quel ton, je sais quelle image va être mise en même temps. Donc c'est pas fait pour être lu du tout. C'est pour ça moi je suis pas quelqu'un, je viens pas de l'écriture quoi, c'est pas mon truc. Je suis pas doué pour ça, je pense. J'ai vraiment beaucoup de progrès à faire de ce côté-là. Ça vous est déjà passé par la tête de tenter une expérience extrêmement radicale, à savoir proposer donc faire une proposition uniquement basée sur des images, des successions de plans, mais sans le texte, sans la voix off. Quelque chose de très, 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 très radical. Est-ce que ça, vous y avez déjà pensé? Bah, j'ai fait un truc un peu approchant, mais bon, enfin, c'est pas comparable. Non, c'est pas vraiment ça, mais j'ai fait un duo de vidéos sur ma chaîne qui s'appelle Les films que j'aime, mais c'est un petit peu juste pour. Bah, c'est pas un format qui a beaucoup plu parce que les gens savent pas trop ce qu'ils regardent. Si c'est juste une succession de films à conseiller, bah, c'est un peu ça. Enfin, c'est tous mes films préférés, mais en plus, c'est quand même. C'est surtout des films avec lesquels j'ai grandi, plus que des films que j'estime et j'apprécie. Donc, il y a beaucoup de trucs très connus. Donc, les gens n'ont pas compris si c'était pour faire découvrir des nouveaux films, auquel cas, c'est pas très original parce qu'il y a 2001, Amadeus, Funny Games, les films de James Gray, tout ça. Donc, bon. Mais c'était surtout un exercice de montage. J'aimais bien déjà à ce moment-là faire des liens entre deux films. Le montage, c'est de la musique. Donc on peut vraiment trouver. Oui, tout à fait. Aussi, ça peut être aussi. Ouais, ça peut être. Ah bah oui, ça, je travaille énormément dans ce sens-là. Que le texte, la musicalité des mots, c'est quelque chose qui m'importe énormément. Là, avec Dune, j'ai encore plus poussé le truc, parce que là, il y aura la voix féminine, donc Hélène Marshall, qu'on entend un petit peu dans toutes mes vidéos. Là, elle aura une place, pas centrale, mais presque. Enfin, je veux dire, on se partage vraiment le texte sur certaines séquences de la vidéo. On parle pratiquement, c'est carrément un dialogue. On parle beaucoup à deux. Et donc, ouais, c'est vraiment quelque chose sur lequel je mets l'accent parce que d'ailleurs, je la dirige en ce sens-là. Je tiens vraiment à ce que il y ait une musicalité dans sa façon de parler pour pouvoir se marier et à la musique et à l'image. Donc, tout ça, c'est un gros processus, c'est un gros travail en plus de l'écriture. Donc ouais, il y a chaque aspect de la vidéo est vraiment très réfléchi et très travaillé, quoi. Est-ce que vous êtes en parallèle pardonnez-moi d'utiliser ce mot qui est purement capitaliste, on va dire ça comme ça, mais c'est pas grave. Au moins, ça donne une belle image. Enfin, ouais. Vous allez voir. Un gros consommateur de films en parallèle de la chaîne. Eh ben non, justement. Voilà, je voulais réparer une injustice. Mon slogan c'est fait par des cinévores pour des cinéphiles. Et en fait, ça sous-entend, pour moi, il y a une différence entre cinéphile et cinévore. C'est que, si tant est que cinévore est une vraie définition, mais tout le monde comprend ce que ça veut dire, hein, cinévore. Ça veut dire qu'il bouffe des films de manière boulimique, donc voilà, sans interruption. Alors que le cinéphile choisit un peu plus ce qu'il va regarder, et peut-être, hein, ou pas. Mais ouais, voilà, mais enfin, il regarde tout peut-être, mais il s'intéresse plus à la grammaire du cinéma. Il aime le cinéma, voilà, parce qu'il aime le cinéma, il regarde tout. Voilà, c'est ça.
Mais il l'analyse et il essaie d'aller en profondeur. Qu'un cinévore, c'est surtout quelqu'un qui bouffe des films de manière compulsive. Et moi, je regarde, et en plus, avec mon travail, je regarde très peu de films, finalement. Il y a vraiment des périodes où je regarde pas. Quand je monte, quand je suis dans les périodes de montage, j'écoute beaucoup des conférences en fond sonore pour me. Je regarde pas forcément des conférences sur le cinéma, d'ailleurs. En ce moment, je sèche toute la chaîne de Thinkerview. Donc voilà, j'entends parler de géopolitique et de politique en même temps que je monte. Donc je suis pas trop dans une atmosphère de cinéma. Peut-être parce que j'ai besoin de décrocher aussi. J'ai pas envie d'être tout le temps en train d'être bassiné de cinéma. Et quand j'ai du temps libre, là à ce moment ça va mieux. Je me mate presque un film par jour. Mais pendant des périodes, ouais, je regardais très peu de films. Et je vais piocher dans la liste des films que j'ai à voir, et j'en ai tellement que ouais, je regarde pas beaucoup de choses. Par exemple, j'ai pas d'abonnement Netflix, quoi. Et c'est pas mépris, enfin c'est pas un truc élitiste de dire ah non, moi je regarde pas Netflix. Il y a plein de trucs très bien sur Netflix, mais moi j'y vais plus. Voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup de films à rattraper, et quand le peu de temps libre où j'ai vraiment envie de regarder un film, je vais piocher là-dedans, et je regarde pas beaucoup ce qu'il y a de. Et je vais pas beaucoup au cinéma. J'ai pas renouvelé mon abonnement, alors que j'habite à Paris, c'est un crime, hein, mais et qu'il faut soutenir les salles et tout le bordel. Mais non, j'ai pas renouvelé mon abonnement, parce que là, en ce moment, ça va faire. Bon, je vais pas faire mon Calimero, surtout avec le score que j'ai fait sur Kiss Kiss, mais ça fait 1 an que j'ai une situation financière assez compliquée. Donc ouais, les films, je les regarde chez moi, je les vais plus trop au cinéma. Et j'y vais vraiment très peu au cinéma. En général, quand j'y vais, c'est avec des amis pour un film particulier. Alors que quand je suis arrivé à Paris, j'allais au cinéma tout seul 3 fois par semaine, quoi, avec ma carte. Ma carte UGC. Donc ouais, je sais plus c'est quoi la question là-bas. C'était. Non, mais la question, en fait, c'était une introduction à la véritable Ouais. question. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Non, mais je me posais cette question de savoir si vous étiez quelqu'un qui était un spectateur régulier, parce que cela soit du salon ou de la salle de cinéma, parce que je me pose cette question à la base que lorsqu'on se lance quand on essaie de vouloir mettre en place un espace d'image et de son, que ça devienne une chaîne YouTube, et qu'on veut parler de cinéma. On essaye, même si on veut prendre le temps d'en parler, mais on essaie quand même de partager plusieurs propositions. Et c'est vrai que je suis très étonné quand j'ai découvert votre chaîne, le fait qu'il y ait très peu de propositions, ce qui n'est pas criminel non plus. Mais je me demandais comment vous faites pour réfléchir et travailler sur une seule vidéo, en sachant que cette vidéo vous permet aussi d'établir plein de passerelles avec d'autres films. C'est ce que vous disiez au début de l'émission. Mais qu'il y ait, pendant que vous la faites, 15 films par semaine du présent qui viennent étoffer l'histoire du cinéma dans tous les sens possibles. Et je me dis, mais comment faire? Comment il fait? Comment ça se fait? Comment c'est possible? Limite, j'en ai mal pour vous. C'est exactement ça. François, voilà, c'était là ma question. En fait. C'est là où je veux en venir. Torel m'avait fait la même réflexion. Il m'avait dit comment tu fais pour ne pas en avoir marre de bosser sur un seul film par an. Moi, je pèterais les plombs au bout de 2 semaines. Oui, c'est une réflexion qui m'a été faite, que je me suis faite il n'y a pas longtemps. C'est que justement, le fait de faire une vidéo par an, ça devient compliqué pour moi, parce que, par exemple, si je prends l'année 2022, je me dis, t'auras parlé que de Batman, quoi. C'est un crime. C'est avec tout ce qui s'est passé au cinéma entre-temps. Et puis, des fois, moi, pendant des mois, j'avais Dune dans la tête. Je pensais qu'à Dune. J'étais vraiment absorbé par cet univers. Mais là, après, la vie change, les humeurs changent, et puis là, ouais, pendant quelques temps, j'ai dit, je me disais, putain, mais qu'est-ce que j'ai envie de bosser sur Funny Games, là, j'ai plein d'idées, j'en ai marre, là, du désert de Paul Atreides, j'ai envie de parler du cinéma autrichien, j'ai envie de parler de la violence au cinéma, j'ai plein de sujets, j'ai plein d'idées. Donc ouais, c'est très frustrant, mais c'est le jeu, c'est la chaîne est comme ça, la chaîne, elle a grandi, elle est devenue ça, et puis j'ai beaucoup de soutien dans ce sens-là. C'est pas que je veux pas décevoir, parce que par contre mon rapport avec le public, il est très clair. C'est moi qui décide, parce que c'est ça que les gens se sont abonnés pour ça. J'ai pas envie de donner ce que les gens attendent.
si c'est pas envie d'en faire un produit, quoi. Je suis là pour proposer, je suis pas là pour satisfaire. Donc non, je ferai toujours ce qui me fait kiffer le plus. Pour l'instant, c'est ça qui me fait kiffer. Mais c'est vrai que passer une année sur une vidéo et comme vous dites, avec plein de films qui me passent sous le nez sans que je puisse en parler, ouais, c'est compliqué. Non, mais en fait, moi, je suis super partant, hein. J'accepte, c'est comme pour n'importe quel film. J'accepte, par exemple, je vais vous dire un truc. Si un film dure 3h40, cela ne me gênera jamais. Je me dis, c'est le temps qu'il faut au cinéaste, donc je l'accepte cela. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est autre chose, c'est un point de vue. Mais c'est très, très drôle tout ça, finalement, parce que d'un côté, il y a beaucoup, beaucoup de nos confrères, hein, qui font ce qu'on appelle des réactions à chaud, que personnellement, je n'arrive pas du tout à comprendre le sens. Parce qu'ils sont très forts, hein, pour réagir 2 heures après avoir vu un film. Je ne sais pas comment ils font. Ouais, il y a un peu d'ironie dans mon incompréhension aussi. Je pense que vous l'avez deviné. Ouais. Et puis, il y a vous. Vous vous mettez plus d'1 an. Voilà. Et je me dis, c'est fascinant. Alors, je vais vous expliquer où je veux en venir. Vous allez comprendre. Parce que je me dis que quand on voit... pas 15 films par semaine non plus, il ne faut pas déconner. Mais quand on arrive à pouvoir essayer d'avoir comme ça des nouvelles d'un peu partout, à force, il y a aussi un œil qui s'aiguise. Et donc, il y a peut-être plus de facilité. Quand on veut, par exemple, parler de Batman, peut-être on peut lui trouver à Batman des connexions avec des territoires cinématographiques complètement insoupçonnés. C'est là où je veux en venir. Je ne suis pas en train de vous dire, tiens, c'est quand même bête que vous proposiez qu'une seule vidéo par an et en plus de cela sur Batman. Il s'avère que moi, j'aime bien Batman et une proposition par an, bon, bah, c'est parce que c'est ce qui vous va, c'est ce qui vous convient. Mais là, je pose une question beaucoup plus objective, beaucoup plus généralisée. Comment faire moi, je sais que personnellement, si je n'arrivais pas à essayer de questionner la diversité du cinéma de manière régulière, hein, de temps en temps, au moins quelques fois par mois, c'est comme si je n'arrivais pas à aiguiser mon regard. Moi, j'ai un ami, par exemple, qui travaillait dans ce milieu-là de la critique et qui, pendant 4-5 ans, a arrêté d'aller voir des films, d'arrêter d'écrire dessus. Et puis, quand il s'y est remis, ça a été très compliqué. Parce qu'il y avait une espèce de gymnastique comme ça, que cela soit du regard, mais aussi de l'écriture, qu'il avait... Bon, après, qu'il a récupéré, hein, ça c'est pas... Mais c'est là où je me permets cette question, parce que vous êtes cinéphile et je suis cinéphile, donc voilà, c'est un langage un peu bizarre et codifié, certes, mais c'est pour ça que je me permets cette question. Bah oui, mais après, quand je fais une vidéo sur Batman, je me documente énormément. Donc, je lis, voilà, j'ai appris plein de choses sur les comics. Je n'ai jamais été très fan, très friand. Donc, j'ai découvert un peu cet univers-là. Batman me permettant de parler du cinéma de Fincher, du cinéma contemporain, de Hollywood en général, de ce qu'on appelle le fan service, du cinéma référencé, tout ça. Donc, en fait, je passe plus de temps à me documenter sur le cinéma que peut-être à voir des films. Mais par contre, ouais, je me bouffe des documentaires, je me bouffe des textes, des analyses, je vais un peu lire plein de choses. Je vais voir ce que les autres confrères disent dessus, parce que je suis absolument pas partisan de la vieille réplique qui veut rien dire. Moi, j'évite de regarder pour pas être influencé ce qui se fait à côté. Ben justement, non, il faut toujours regarder ce qui se fait à côté, justement pour éviter les redites, contourner les choses avec intelligence et pouvoir se nourrir des autres vidéos qui ont été faites. Donc ouais, non, je pense quand même que si je regarde pas autant de films que je le voudrais, au moins je me documente, j'apprends, j'écris énormément. À la base, je connaissais pas grand chose sur Dune, et depuis que j'ai décidé de faire une vidéo dessus, je suis devenu pas un expert, mais quand même j'arrive à bien taquiner l'univers. En tout cas, pour ce qui est du premier bouquin, j'ai pas du tout lu toute la saga, ça me prendra des plombs. J'ai pas ce temps-là pour l'instant. Puis surtout, ma vidéo va se concentrer sur les adaptations au cinéma et pas du tout du bouquin. Le bouquin, c'est un sujet beaucoup trop vaste. Et de toute façon, il est très documenté. C'est quand même le roman de SF le plus vendu au monde. Donc pas de problème à ce niveau-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la version de Jodorowsky, celle de Lynch et celle de Villeneuve. Et ouais, non, c'est vrai que là, j'ai encore... de ce que j'ai monté, pour l'instant, j'ai encore rien monté... des films à proprement parler. Je vous dis, je fais que monter des trucs là sur Jodorowsky, j'ai fait des trucs sur Villeneuve, j'ai fait des trucs sur Lynch. Et pour l'instant, j'ai encore rien monté sur les films Dune à proprement parler, parce que la vidéo elle va brasser plein de sujets différents. Donc pour ceux qui s'imaginent qu'on va passer 1 heure de vidéo dans le désert avec du sable partout et que la vidéo sera en nuances de gris et de marron,
avec de la musique orientale. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, il y aura plein de musiques différentes, il y aura plein d'atmosphères et surtout, il y aura beaucoup, beaucoup de films, quoi. L'idée, c'est que les gens, c'est comme quand je regarde des vidéos de Blow Up ou celle de Karim Debache ou celle de François Torel, c'est de sortir mon carnet pour dire putain, j'ai envie de voir ça, ça, ça. Voilà. Donc, après, sur la question des vlogs, des réactions à chaud, bah, tout le monde en a un peu marre de ça, en fait. Pardon. C'est une solution que moi, je respecte. Hein. Il y en a qui le font très bien. Je vois pas le problème à faire des réactions à chaud. Je sais que ça alimente une chaîne pour qu'elle reste vivante parce qu'on a peur qu'elle tombe dans les limbes, qu'elle soit oubliée. Et donc, on la nourrit facilement avec ça. Moi, je le fais pas par éthique ou par... c'est juste que je sais pas le faire, ça m'emmerde. Je déteste parler sans que ce soit écrit à l'avance. Là, je considère pas que je fais du contenu là parce qu'on parle et c'est une conversation. Je cherche mes mots, je bafouille, je répète 3 fois le même mot dans la même phrase. C'est pas quelque chose. Je me sens pas à l'aise. C'est pas un exercice qui me plaît. D'ailleurs, j'aime pas me montrer. Je pense que vous avez remarqué. Et ouais, non, les règles. Hein. Ça, je ouais, l'avais ouais. dit dès le début. Hein. Ouais, bah ouais. Non, il n'y a pas de problème. De toute façon, je vais être obligé de me montrer après-demain pour mon live. Mais bon, ça va, quoi. On m'en fout. Au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ouais. Donc, parler, par exemple, même, je suis quelqu'un qui fait du théâtre et je suis vraiment pas réputé pour être timide comme garçon. Je suis assez même exubérant et voilà. Mais par contre, quand je monte au Club de l'Étoile sur scène avec le micro pour présenter mes vidéos, c'est une souffrance pour moi. J'ai beaucoup de mal à le faire. Donc ouais. Après, quand on est seul chez soi, c'est plus facile. Mais moi, je m'emmerde énormément devant les vlogs, qui que ce soit d'ailleurs. Hein, j'aime pas quand c'est pas écrit à l'avance, ça m'intéresse pas. Quand il y a pas de montage, quand il y a pas d'atmosphère. Ou alors, faut être très très bon, quoi. Je veux dire, quand on écoute Le Masque et la Plume, déjà, c'est un dialogue entre plusieurs personnes. Ou même quand on écoute La Gêne occasionnée de Bégodeau, enfin, je veux dire, le gars, c'est un crack, c'est un showman, le mec, il a une formation, c'est pas n'importe qui. Donc, il y a beau à ne pas avoir de montage, ne pas avoir de musique en fond, ça a beau être pas préparé, le gars, il t'en met plein la vue et ça décoiffe. Parce que c'est, pour le coup, lui, un vrai cinéphile, un vrai critique. Parce que moi, je me considère pas comme étant un vrai critique. Je pense pas que j'ai la légitimité pour ça. Je suis un bon monteur vidéo. Je suis quelqu'un qui fait des essais vidéo. Je me démerde pas mal dans ce que je fais, mais ça reste assez superficiel. Comparé à quelqu'un comme Bégodeau, qui lui, il a pas besoin de montage pour faire des réactions à chaud, lui. Lui, c'est réactions. Ouais. Connaissant un petit peu Bégodeau, il ne pense pas que ça soit des réactions à chaud. Hein. Je crois que c'est extrêmement travaillé. Il a bien travaillé son sujet. Non, mais ce que je disais, c'est que c'est pas écrit à l'avance ici. Et je pense pas tout n'est pas écrit non plus. Il a peut-être des notes. Pas, mais en tout cas, quand je dis réfléchir au film, c'est que il est de son côté, il a travaillé sur ses idées, et donc c'est pour ça que ça, il n'y a pas de problème, je lui fais confiance. Mais cela dit, voilà, lui, il n'y a pas de montage, c'est pas des essais vidéo qu'il fait, c'est un podcast. Et quand il le fait, bah, c'est tellement passionnant que je pense que peu de gens arriveraient à avoir ce niveau. Donc je m'excuse auprès des autres vidéastes le fait que je regarde pas leur réaction à chaud, parce que c'est pas, faut avoir le verbe aussi, faut bien savoir parler, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Mais vous, par exemple, il y avait cette question qu'on avait posée, c'est marrant parce que là, Libération fête son 50e anniversaire, et dans Libé des années 80, il y avait l'équipe cinéma autour de Serge Danet, ils avaient posé une simple question très basique à plusieurs cinéastes. Certains n'avaient pas voulu répondre parce qu'ils trouvaient que la question était pourrie, mais d'autres y ont répondu, et ça a donné des moments vraiment passionnants, à savoir pourquoi vous faites du cinéma, pourquoi vous filmez. Et là, je veux en venir à ça, parce que vous m'avez dit, je ne me considère pas comme un critique de cinéma, et puis vous avez expliqué. Alors moi, la question très simple, qu'est-ce qui vous pousse à faire ces vidéos? Pourquoi vous les faites? Honnêtement, le truc, moi, ce qui me parle le plus, c'est quand je parle pas à l'intellect, mais au corps, aux tripes. Et je sais que quand j'arrive à susciter des émotions, c'est là où ça me fait le plus vibrer, en fait. Je pense que j'essaie de... Et à la fois, pas seulement avec le montage, mais j'essaie de faire quelque chose qui
je sais pas, qui fasse du bien au cerveau, une alliance de certains propos, des mots-clés, une musique, quelque chose qui résonne à l'intérieur de soi et qui soit pas juste de l'intellect, parce que sinon, je ferais des conférences et je suis pas conférencier du tout. J'ai pas la légitimité ni la cinéphilie suffisante pour être un vrai critique. Donc je fais avec ce que j'ai et j'ai réussi à créer des espèces un format un peu hybride parce que c'est ni assez professoral et érudit pour être vraiment de la critique et de l'analyse à proprement parler. C'est pas non plus un film, c'est de la mise en scène, mais c'est pas non plus un film de fiction. Donc voilà, j'essaie de créer ce truc un peu hybride et quand les gens me disent ça m'a pris aux tripes ou j'ai des frissons ou là j'avais envie de pleurer, voilà, là ça me fait vibrer parce que j'ai presque l'impression de faire du cinéma. Je trouve que le format vidéo, on peut faire tellement de choses avec tellement de choses. C'est pour ça que et on n'est pas obligé de faire des heures de montage sur du graphisme avec des effets sonores. Parfois des montages très minimalistes, ça suffit. Enfin, il faut juste avoir une idée. Les vidéos de Zoanima, elles sont très minimalistes au niveau du montage. Elles sont fabuleuses et c'est des vraies expériences esthétiques. Hein. C'est pas du tout juste des conférences très pointues comme ça sur le cinéma où ça pourrait être vu comme ça pourrait être fait en conférence. Non, c'est vraiment le mec, il a su avec le médium vidéo créer une vraie proposition artistique. Et on peut faire tellement de choses avec ça, tellement de choses. Donc du coup, c'est vrai que allumer sa caméra pour dire j'aime pas, c'est une tristesse à côté de tout ce qu'on peut faire. En fait, c'est un gâchis monumental avec les outils qu'on a qui sont démocratisés. Je veux dire, il y a encore 20 ans, faire du montage, prendre des extraits de films pour en faire quelque chose et les mettre en ligne et être vus par tout le monde, c'était impensable. Profitons de ça, quoi. Vraiment. On n'est pas obligé de faire comme Karim Debache, d'avoir une équipe, faire un crowdfunding pour lever des fonds et faire du tournage. On peut faire des choses très simples avec peu de moyens. Donc, juste se saisir du cinéma pour créer autre chose qui ressemble à du cinéma. Ouais, ça me fait vraiment vibrer, quoi. Moi, j'essaie de recréer j'essaie de moi avoir des frissons devant ma table de montage quand je fais un truc pour m'approprier des films que j'aime et en faire quelque chose d'autre en plus, une sorte d'ersatz et m'amuser avec. C'est surtout ça. Il faut que ce soit ludique, quoi. Il faut que les gens ils aient envie de découvrir des films, mais qu'ils aient eu des vraies émotions esthétiques devant cette vidéo. Que ce soit pas juste un résidu, enfin que ce soit pas faut que la vidéo soit une expérience à part entière. C'est ça qui m'obsède et qui m'intéresse. Voilà. Vous disiez que vous étiez arrivé au bout de certaines choses avec cette chaîne. Ouais. D'ailleurs, même quand on prend connaissance de la vidéo annonce pour votre projet autour de Dune avec l'idée du crowdfunding, on sent quelque chose peut-être. On sent la fin peut-être de quelque chose, je ne sais pas, ou le début de quelque chose, j'en sais rien. Ça vous travaille ça parfois, l'idée d'avoir fait le tour de la question et de se dire bon, passons à autre chose maintenant? Absolument pas, j'ai pas fait la moitié du quart des vidéos que j'ai envie de faire. Donc non, absolument pas. Je suis arrivé je suis arrivé à la fin de quelque chose, mais c'est pas quelque chose qui regarde le public s'en fout. Je suis arrivé au bout de mon matos, ma carte graphique est à genoux, je peux plus travailler avec cet ordi. Il est plus, je perds trop de temps à faire des rendus, des exports, c'est plus possible, c'est trop inconfortable. Je suis arrivé au bout du fait que financièrement, ça devient très compliqué. Il faut que je gagne ma vie, il faut que je sorte plus de contenu, mais jamais je ferai du contenu que pour l'argent, sinon je vais prendre un tablier puis je vais à l'usine et là je me ferai de l'argent. Hein. Donc non, ce sera jamais pour l'argent, mais il faut quand même trouver des compromis. La façon dont je fais des vidéos là maintenant, elle est un petit peu trop chronophage. Je suis arrivé au bout d'un truc, mais artistiquement parlant, non, pas du tout. Je suis pas du tout arrivé au bout de ma chaîne. Il n'y a pas du tout un sentiment de lassitude. Au contraire, moi j'ai juste envie de renouveler mon matos pour pouvoir faire tous mes projets, tous les projets qui me travaillent depuis longtemps, les faire vite et bien. Et après, le processus créatif fait qu'on arrive toujours au bout de quelque chose. Moi, je suis incapable de regarder mes anciennes vidéos, même des vidéos qui datent d'il y a 2 ans.
je les regarde plus là. Je regarde déjà plus Rétine et Pupille et Texture de cinéma parce que quand je les vois, je me dis non, mais pourquoi je faisais ça? Oh là là, je suis pas obligé. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait cet effet sonore? J'ai déjà mis 20 fois le même. Donc voilà, je suis insatisfait de manière chronique et par mes vidéos parce que je les trouve toujours perfectibles, parce que j'ai toujours envie de changer d'univers, changer d'espace. Après, ça peut être sur des petits détails que les gens perçoivent pas, mais ouais, j'essaye toujours. Il y a toujours un moment où quand je sors une vidéo, je fais bon, ça je l'ai fait, maintenant je passe à autre chose, quoi. Donc je suis perpétuellement au bout de quelque chose et au début d'une autre. Voilà, ça tourne, quoi. Il y a comme ça un film qui peut-être sera la fin de tout dans vos. Peut-être qu'il va clôturer la chaîne un Ah jour. ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais, c'est mon film préféré, c'est Barry Lyndon. Je pense que quand je ferai une vidéo sur ce film, c'est que j'aurai vraiment tout fait. J'aurai peut-être 70 piges et je ferai bon, voilà, ça y est, c'est la dernière vidéo de la chaîne, les enfants, c'est fini. Je trouve que non, parce que je suis obsédé par Kubrick et on peut pas citer le nom de Kubrick sur YouTube sans que les cinéphiles ricanent parce que c'est beaucoup trop populaire et connu, donc voilà, c'est un peu le chapitre. Je vais vous faire un petit cadeau là, comme ça, Ouais. je vous la parenthèse. Moi, j'ai eu l'outrecuidance un jour de faire une émission autour de Kubrick, d'ailleurs avec François Bégodeau. Et il Ah s'avère bah que- oui, ah oui, il a Attendez, dit. vous allez rigoler parce qu'il s'avère que Bégodeau et moi, on partage ce point commun d'être, comment dire, pas Des de anti-Kubrick. rejeter Kubrick, Non. pas d'être anti-Kubrick, on n'est pas À dans ça, peine. mais d'avoir des réserves. Oui. Je vais vous Puis dire une chose. Puis attendez, je fais une parenthèse. Vous en avez surtout marre d'entendre tout le monde se prosterner devant lui, alors que c'est quand même la référence. Comme dirait Antoine Goya, c'est le chapitre 1 de la cinéphilie, quoi. C'est Ouais, mais la Antoine leçon. Goya, je sais pas s'il va nous regarder, il dit beaucoup de conneries parfois. Ah, Donc, mais bien sûr, il dit des conneries tout le temps. C'est un clin d'œil pour Antoine. Non, mais par rapport à Kubrick, non, je peux pas me permettre de penser comme cela, c'est-à-dire l'idée de faire. Mais c'est vrai que c'est un cinéaste qui depuis très. Autant Barry Lyndon, je le trouve génialissime. Pour moi, c'est même mon préféré d'ailleurs. C'est même mon préféré, Barry Lyndon. Mais il y a d'autres films où j'ai beaucoup plus de réserves. Et là, pour le coup, j'avais une conversation avec lui. Et vous savez, il y a les fans de Marvel que je pensais être extrêmement toxiques. Ouais, les fans de Ça n'a Kubrick. strictement rien à voir avec les fans de Kubrick. Hein. Oui. Non, mais attendez, vraiment, on peut dire ça de tous les fanboys en général. Enfin, moi, je trouve les fans de Christopher Nolan insupportables, quoi. Je sais tout. Ils sont terribles. Ils arrivent avec leur bouquin de physique quantique sous le bras et puis ils vous disent quoi, t'as pas compris Tenet alors que c'est évident, quoi, c'est super simple à comprendre. Tu sais, les mecs qui ont fini Dark Souls en mode difficile, la main dans le slip, t'es là genre ouais, c'est ça. Faut vraiment qu'ils montrent que eux ils ont compris du premier coup que c'est simple comme bonjour, tu vois, genre quoi, t'as pas compris que la toupie elle tourne, enfin ils sont là ergotés sur des détails, ça me gonfle. Parler avec les fans de Christopher Nolan, il n'y a rien de pire. Donc ouais, mais c'est pareil pour tout. Enfin, je veux dire, voilà, c'est comme les fans de la prélogie Star Wars. Je veux dire, dans l'imaginaire collectif, les gens ils s'imaginent que les gens ils détestent la prélogie Star Wars et que tout le monde adore la trilogie originale, mais c'est faux. Il n'y a rien de plus faux. Les fans de la prélogie Star Wars, ils sont en surnombre et ils sont insupportables. Donc ouais, en fait, on se rend compte de la toxicité d'une communauté quand elle est contre vous. Hein. Voilà. Oui, donc, moi, j'ai jamais subi les fans de Kubrick, mais j'imagine qu'ils sont super chiants. Oh là là. Oui, en plus, ça venait parfois de certains critiques de cinéma. Ouais. Des gens un peu. Et c'était assez drôle parce qu'ils n'avaient pas compris que nous, on était là juste pour dire voilà, on tisse le. Alors, parfois, c'était avec, bien évidemment, un peu de mauvaise foi, mais en même temps, qui ne l'est pas. Mais c'était passionnant et c'était intéressant. Ouais, je fais une parenthèse. En termes de mauvaise foi, Bégodeau qui parle de Shining, c'est une 5e dan. Hein. J'ai jamais vu autant de mauvaise foi. Même. Je veux dire, même sur ça. Ça partait sur cette émission qu'il avait faite. Ouais, c'est ça. Même Durandal, il n'est pas autant de mauvaise foi. Tu vois. On a parfaitement le droit de ne pas aimer Kubrick. Mais je veux dire, le fait que Bégodeau reproche à Shining de ne pas être le film d'horreur du samedi soir en nous disant oui, quand le cuisinier noir
va à l'hôtel la nuit, on s'attend à ce qu'il meure, bah, ou qui dit dès le début du film, Jack Nicholson a déjà une tête de fou. Donc, il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas de retournement de situation. Tu as envie de dire. Mais ça se discute, hein, ça se discute. Non, mais. Aussi, non, je pense que ça. Je crois que ce qui a, à mon avis, créé un désordre, c'est qu'il y avait un gars qui est arrivé avec quand même des idées qu'on peut contredire, hein, et c'est ça qui fait la force d'une idée, sur un film qui est devenu une évidence. Et j'aime bien cette idée de dire non, ça n'est pas si évident que ça. Ça, j'adore ça. Alors, je fais une parenthèse. Je fais une parenthèse pour dire que oui, on a tout à fait le droit de démystifier des films qui sont considérés comme intouchables. C'était pas là où je voulais en venir. Ah, d'accord, je croyais que c'était ça. Mais... De dire non, ça n'est pas si évident que ça, parce que vous avez aussi oublié de parler de ça, ou alors de dire ça n'est pas si évident que ça, parce que moi, je vais vous expliquer en quoi ce film ne fonctionne pas en moi. Et donc, ce que Bégodeau avançait comme idée, que je trouvais pour le coup intéressante parce qu'elle pouvait être contredite, c'est là où je trouve que c'est intéressant. C'est quand elles peuvent être c'est quand il y a dialogue en fait. Ouais. Et donc, les rares malades mentaux fans de Kubrick, quand même rares, eux n'avaient pas vu cela. Eux, c'était vraiment dans cette idée de mauvaise foi, d'avoir voulu se faire le Kubrick, et pas du tout. C'est vraiment cette idée. C'est vraiment cette idée-là. Mais bon. Non, mais j'accuse pas Bégodeau de vouloir se faire Kubrick juste par anticonformisme. Et ce gars est brillant et voilà, il a tout à fait le droit de pas aimer Kubrick. Voilà, c'est juste qu'il y a certains arguments à lui. Quand il parlait de Shining, on pourrait lui dire, mais c'est justement ce que tu trouves génial dans d'autres films, Coco. Donc je comprends pas quoi. Enfin, il y a un peu ce truc-là. Mais quand on n'aime pas quelqu'un, ça va avec son lot de soit des arguments que je comprends pas. Soit des arguments qui peuvent être de la mauvaise foi de sa part, mais encore une fois, il n'y a aucune icône intouchable. Moi, j'adore entendre un critique descendre et défoncer un film que j'adore, tout comme j'adore voir un critique parler de manière très élogieuse d'un film que je déteste. C'est là qu'on apprend, c'est là qu'on s'instruit. Donc, je suis très fier de faire partie de cette communauté, donc fan de Kubrick, mais qui jamais va emmerder personne. Déjà parce que si je devais me faire un scandale chaque fois que les gens disent que 2001 c'est chiant et qu'il se passe rien, je ferai que ça de ma vie, parce que ça me fait plus rien d'entendre ça, parce que je l'entends tellement tout le temps que voilà, au bout d'un moment c'est bon quoi, ça me fait plus rire qu'autre chose maintenant. Mais voilà, juste pour le cas spécifique de Shining, il met l'accent. Après, il a parfaitement le droit de pas aimer le film, de détester, d'avoir plein d'arguments. C'est juste que quand il nous dit oui. C'est complètement con parce que dès le début du film, il y a déjà une atmosphère horrible, glauque, avec une musique bizarre, et puis Jack Nicholson joue déjà la folie. Ben oui, le film, il est évident pour n'importe qui que Kubrick cherchait pas le réalisme. C'était pas du cinéma, c'est presque du cinéma opératique. Je veux dire, Jack Nicholson, il fait des grimaces, tout est dans le surjeu. Il y a rien qui est réaliste dans le film. Il y a rien qui cherche dès le début du film, on a déjà la musique, elle nous tord les boyaux déjà alors qu'il se passe rien, il fait grand soleil, on est à la montagne et pourtant la musique elle est déjà glauque à mourir. Donc ouais non, le film cherche pas du tout à faire ni un twist, un rebondissement comme quoi Jack Nicholson va devenir fou. On le sait très bien qu'il va devenir fou. Voilà, c'est juste ça. On va revenir à Barry Lyndon, votre film, mais en fait pour finir la parenthèse, Bégodeau, alors déjà je pense de mémoire et durant cette émission, il n'a pas totalement craché, on n'a pas totalement craché sur Kubrick, mais ce que je me souviens par rapport à Shining, c'est qu'il reprochait, en fait, il disait de Shining que c'était un film qui ne faisait pas peur. Et c'est de là que ça partait. Bon, mais en fait, c'est quoi la peur? C'est tellement subjectif. Bon, peur. Là, pour le coup, il faudrait lui demander à lui parce que là, je peux pas parler en son nom. Ça, non, mais c'est sûr. Mais je veux dire, moi, je regarde Alien, le 8e passager, qui est un de mes films préférés. Je pense pas qu'il m'ait déjà fait peur dans ma vie. Ce film, il m'a jamais fait peur. Je l'ai toujours adoré, mais après, quand j'entends mes parents parler de ce film, ils disaient quand on s'est sorti à l'époque, on se cachait sous les sièges, c'était terrible, on n'avait jamais vu ça, on était terrorisés. Aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste Toré qui avait parlé dans une conférence, qui disait, c'était passionnant ce qu'il disait, qu'on a changé de rapport avec la peur, à quel point un film suscitait quelque chose de sulfureux et de subversif. Parce qu'aujourd'hui, de quel film on dit allez-y, ça fait peur? Enfin, je sais pas, il y a très peu de films, quoi.
peut-être Hérédité. C'est la dernière fois que ce film m'a terrifié. Hein. Mais c'est rare quand j'ai peur au cinéma. Mais là, je suis prêté au jeu. Bon, terrifié. Aujourd'hui, quand je dis ça, c'est pas une expérience. Voilà, je me suis amusé, mais j'ai eu quand même un sentiment de malaise, quoi. Ouais, je sais pas. Et Encore ici et là, cet effet annonce de. ouais, mais j'ai l'impression aucun film aujourd'hui depuis des années n'a l'aura de l'Exorciste ou de Shining ou de Alien le 8e Ouais, comment non, dire c'est drôle que vous évoquiez l'exorcisme parce que moi, je me souviens l'avoir vu et ne pas avoir eu peur parce que j'avais entendu aussi beaucoup de gens me dire, dont mon père d'ailleurs, dire qu'à l'époque, c'était extraordinairement flippant. oui, ben mais On n'a c'est pas. vraiment c'était vraiment un événement et C'était les un gens événement. et les gens n'étant pas habitués à ça, il y avait une effervescence dans les salles de cinéma. Ouais, des gens qui s'évanouissaient, qui sortaient pour vomir, tout ça. Donc je suis désolé, mais le cinéma aujourd'hui ne suscite plus ça. Il y a des films extrêmes, il y en a toujours eu, je veux dire. Mais quand on voit ce que le cinéma contemporain est obligé de faire pour susciter des conneries comme A Serbian Film, par exemple, qui est bon, qui Oui, lui oui, mais a dépassé toutes les limites de ce qu'on peut montrer à l'écran. Alors que quand Les Dents de la Mer c'est sorti, enfin Les Dents de la Mer, qui a peur devant Les Dents de la Mer aujourd'hui, quoi. Et à l'époque, c'était terrible. Les gens avaient peur d'aller se baigner. Enfin, c'était un non, événement, c'était un je phénomène crois, culturel. je crois qu'il y a encore des films qui suscitent une certaine émotion, que cela soit dans les projections test parfois. Il y a encore des films Ah d'horreur. ouais. Alors après, comme vous le dites très bien, la manière de filmer l'horreur, l'horrifique, elle a effectivement extrêmement évolué, en bien ou en mal, j'en sais rien. C'est vrai que les choses sont beaucoup plus différentes dans la construction de la peur. Oui. Par exemple, beaucoup de films d'horreur aujourd'hui travaillent sur l'effet assourdissant du bruit et qui finalement Mmh. n'a rien d'horrifique parce que si on retire le bruit, il n'y a pas grand-chose. Alors que si l'horrifique provient d'un élément de mise en scène, donc à l'intérieur du plan, il se passe quelque chose qui va nous faire transpirer, ça peut être intéressant. Les films d'Ari Aster, pour le coup, Midsommar, par exemple, est un film passionnant de ce point de vue. Ah oui, oui. Passionnant. C'était Et, excellent. mais bon, là, Ouais, ouais. Ah Mais non, et par puis contre, alors, le cinéma d'horreur, c'est pas du tout mon domaine. Là, je vous laisse avec. je retiens en tout cas que si Barry Lyndon, ce sera le film. Wow, j'en sais rien. En tout cas, quand j'ai lancé ma chaîne, ouais, je me disais que j'avais pas le niveau pour parler de Kubrick. Ouais. Parce que si je le fais, je veux le faire bien. C'est un sujet paradoxalement, c'est un sujet très évident pour tout cinéphile. Mais en même temps, personne n'en parle sur YouTube. Il y a très peu de vidéos qui sont dédiées à Kubrick. Vraiment, tapez Kubrick sur YouTube. Vous trouverez infiniment moins de vidéos que sur les Tortues Ninja, sur Paul Verhoeven, je sais pas, il y a des sujets qui sont. On parle plus de Carpenter que de Kubrick sur YouTube. J'ai l'impression, hein, vraiment. Non, c'est pas une impression. Vous avez raison. Ouais. On parle beaucoup plus de Carpenter, c'est vrai. Après, je pense que tous les cinéphiles ont ce truc-là de dire c'est bon, on va pas parler de Kubrick, tout le monde en parle tellement tout le temps, puis c'est trop évident, on va s'attirer les foudres des anti-Kubrick, s'attirer les foudres des pro-Kubrick, c'est chiant, c'est un sujet beaucoup trop. Mais j'aimerais bien faire une vidéo, ce sera pas ma dernière celle-là, justement là-dessus, spécifiquement sur qu'est-ce que c'est devenu Kubrick aujourd'hui. Moi, j'ai parlé avec une nana qui travaille au Cahier du cinéma. Elle m'a dit que pour son sujet de thèse, quand elle a fini ses études, c'était rédhibitoire. Vous savez, c'est comme ceux qui passent leur bac, il faut surtout pas qu'ils citent BHL dans leurs travaux finaux comme ça. Et ben, elle avait pour consigne de surtout pas parler ni de Tarkovsky ni de Kubrick. Parce que t'étais un ringard, quoi. Les profs se foutent de ta gueule. C'est genre, t'as pris le sujet parce que t'avais pas d'autres sujets sous la main. Bah, c'est un sujet si vraiment tu veux prouver au monde que tu n'as pas la moindre personnalité, la moindre originalité, tu parles de Kubrick. Et c'est devenu tellement une blague, ça. Enfin, je veux dire, c'est devenu tellement évident que quand tu parles de Kubrick, tout le monde va lever les yeux au ciel en se disant putain, encore Kubrick. Enfin, je sais pas, moi, ça me fatigue. Il y a le mec, il y a une telle aura autour de son cinéma que ça en devient, je trouve, assez lourdingue. Et comme des gens comme François Bégodeau qui, je pense, s'imaginent être minoritaires, en fait, le sont pas du tout, quoi. Comment on pourrait appeler ça?
Le Kubrick bashing se répand, mais je trouve vraiment beaucoup sur. Alors que des mecs comme Paul Verhoeven, que moi j'aime bien, mais qui ont fait des films que je trouve complètement nazes, ont une cote de popularité, mais une sympathie auprès du public. Ouais, voilà. Si vous voulez faire une vidéo tendance et cool, si vous voulez faire partie des cools de la branche du cinéma YouTube, parler de Carpenter, parler de Paul Verhoeven, parler de Joe Dante, parler surtout pas de Kubrick, quoi. Trop académique, trop chiant, tout le monde a déjà tout dit. On peut aussi parler de cinéma qui ne soit pas américain. Ça aussi, on peut le faire. Non, mais c'est bien sûr, mais comme on parle essentiellement du cinéma américain sur YouTube, faut dire ce qu'il faut, dire ce qu'il est. Vous parliez de Carpenter, j'avais envie de dire oui, mais alors c'est encore pire parce que moi. Je voulais faire référence au cinéaste qui était contemporain de Kubrick et qui était aussi américain. C'était ça mon sujet. Donc, quand on parle de cinéma américain, le fait de parler de Kubrick, c'est mal vu. C'est tout ce que je veux dire, quoi. Tout le monde se dit, soit il y a les noobs, les gens qui sont pas cinéphiles, qui vont se moquer parce que Kubrick, ça leur parle pas, ils trouvent ça chiant, ils trouvent ça hermétique et inaccessible. Trop intello, trop prout-prout, trop ceci, cela. Et on a de l'autre côté aussi les érudits, les critiques, les cinéphiles qui, eux, en ont marre, mais pour les raisons opposées, parce qu'ils en ont fait le tour, ils en ont marre. Et donc, du coup, Kubrick se retrouve nulle part. Voilà. Je vois personne qui est tout fier et content de dire... Par exemple, quand il y a la dernière vidéo que j'ai le souvenir sur Kubrick, c'est Durandal, et qui a fait une vidéo pour dire « Arrêtez de vous branler sur Kubrick ». Et cette vidéo a été admirablement bien reçue. Je pense que lui, il s'imaginait qu'il était contre l'avis de tout le monde, alors que non, il s'est rendu compte qu'il avait plein de copains et que tout le monde avait dit bravo Durandal, t'as bien raison, Kubrick c'est chiant, arrêtons avec Kubrick. Voilà. Il y a aussi ça un peu avec Haneke, hein. J'ai remarqué. Haneke, le peu de fois où je parle de Haneke sur Twitter, il y a des réactions qui sont très très épidermiques aussi. Bon, en tout cas, je note Barry Lyndon, je note d'autres projets aussi. Et celle sur Dune donc, va venir l'année prochaine, c'est bien ça? Non, elle est censée sortir cette année. Cette année. Elle est censée sortir pour la sortie du prochain Dune qui va sortir en novembre. Voilà. Voilà. Mais je garantis rien. Parce que, ça je vais l'expliquer dans mon live, parce qu'en fait... tout le périple depuis 2023 qui a été de financer cette vidéo, parce que j'ai demandé des subventions qui m'ont été refusées, donc j'ai fait des dossiers, faire des vidéos, faire la page KissKiss, employer une équipe, s'occuper des affiches, d'aller chercher des prestataires, des imprimeurs, tout ça. Ça m'a pris, c'est un travail à plein temps. De toute façon, tout le monde m'avait prévenu. On m'a dit une campagne de financement participatif, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc voilà, c'est énormément de temps que je n'ai pas pu consacrer à ma vidéo en tant que telle. Voilà. Donc, j'espère que je serai à l'heure. Il me reste quand même 7 mois. Mais bon, là, on est déjà fin avril, presque fin avril. En plus, je connais ma façon de bosser, je sais comment je travaille et ça va être très compliqué de sortir ça en novembre, comme je l'entends, hein. Mais au pire, elle aura un peu de retard. Au pire, elle sera encore une fois divisée en 2 parties. Mais là, j'aimerais vraiment éviter, si possible. J'aimerais vraiment faire un bloc et être débarrassé de Dune pour de bon. Mais parce que ça fait quand même longtemps que je parle à tout le monde de ce projet. Donc, qui se fait trop attendre risque de ne pas surprendre. Et j'ai vraiment pas envie que les gens se disent ouais, tout ça pour ça. Donc voilà, j'ai vraiment envie de faire la vidéo aussi bien que je l'imagine. Et de la faire une bonne fois pour toutes. Mais vous passez par tous les sentiments quand vous faites une vidéo. Ah oui. C'est-à-dire qu'à un moment, il vous arrive aussi de la détester, cette vidéo. Ah ouais, là, ouais, tout à fait. Là, je suis dans une période où j'en ai marre déjà, parce que j'en ai pas marre déjà, mais elle me fait un peu souffrir parce que il y a énormément de passages du texte qui doivent être retouchés. Ça, c'est normal, hein, ça fait partie du processus. Je suis pas dedans. Parce que je suis pris aussi par la campagne du crowdfunding qui n'est pas encore finie à l'heure où on parle. Ouais, c'est crevant. C'est crevant et il y a vraiment des fois où j'ai envie de la foutre à la poubelle pour dire je passe à autre chose, mais c'est juste des petites périodes, il n'y a rien de grave. La vérité, c'est que mes vidéos, je leur donne énormément d'amour et de temps disponible et je kiffe.
Je kiffe ça. Donc, si je la foutais à la poubelle, au bout d'une heure, je deviendrais fou et j'aurais déjà envie de rebosser dessus. Donc, rien de grave. Hein. Ça, comme vous dites, on passe par tous les sentiments. Mais et le temps passé à kiffer est vraiment bien moindre comparé au temps aux périodes où j'en ai marre. C'est vraiment risible en comparaison. Donc, ouais. Donc, ouais, moi, j'ai passé 6 mois à bosser sur Batman. J'ai pris un plaisir, mais fou. Je me suis éclaté. Je pense que ça se sent quand devant la vidéo, on le sent que je kiffe, quoi, que je suis pas juste là pour réciter un texte. Donc non, avec Dune, je vais vraiment m'éclater. C'est un univers qui me passionne. Je suis très bien entouré en plus. Donc non, j'ai vraiment hâte de mettre les mains dans le cambouis là. Encore plus. Le verdict, ça sera au mois de novembre. Espérons. On croise les doigts. Bon, novembre ou décembre. Novembre ou décembre, mais en tout cas, on reste sur l'année 2023. Ah oui, quand même. Voilà. Tom Marty, aka la séance de Marty, merci en tout cas d'avoir pris du temps et pour la première et pour cette seconde et dernière partie, d'avoir répondu à mes questions et voilà, eu cette conversation. C'était vraiment un plaisir et maintenant la suite, c'est Dune. On verra, on attend. Voilà, c'est ça. Et j'ai plein de projets derrière qui sont déjà pas écrits, mais qui sont déjà sur les rails. Il n'y a pas de problème. Donc, ouais. Le lien de la chaîne, bien évidemment, pour celles et ceux qui auraient l'outrecuidance de ne pas la connaître, c'est dans le descriptif de cette vidéo. Vous cliquez et vous tombez sur la séance de Marty. Et c'est à peu près, je crois, j'ai compté à peu près 39 vidéos, quelque chose comme ça. Enfin, alors après, il y en a plein qui sont dispersés. Il y en a qui sont sur d'autres chaînes parce qu'elles sont bloquées. J'ai de moi-même supprimé quelques vidéos récemment parce qu'on peut y voir des femmes en sous-vêtements. Donc quand même, il ne faudrait pas pervertir la jeunesse avec de telles images. Donc YouTube n'aime pas trop ça. Donc je les ai supprimés au risque que la chaîne se fasse striker parce que maintenant, votre chaîne, elle est supprimée du jour au lendemain sans sommation. Oui, parce qu'on voit un bout de fesse. Donc il faudrait, voilà, faut pas l'exciter. Le robot YouTube, il est très puritain. Donc voilà, donc les vidéos là, si on scrolle sur ma page, c'est pas du tout représentatif de l'ensemble de mon travail. Parce que les vidéos sont complètement dispersées. C'est un peu le bordel, ma chaîne, hein, entre les vidéos qui sont bloquées, qui sont censurées et qui sont disponibles sur d'autres sites. C'est un gros bordel. Voilà. Mais en tout cas, les dernières productions dont je suis le plus fier, oui, elles sont sur YouTube. Elles sont sur votre chaîne YouTube. Voilà. Merci à vous et puis à très vite. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.